Hello, everyone. Welcome to the Climate Policy Acceleration Forecasting the Investment Landscape to 2030 in partnership with the Inevitable Policy Response session. Cette réponse à la politique. Nous sommes très heureux de vous avoir ici et nous allons parler de l'accélération de la politique du climat. Et nous voulons commencer par remercier nos sponsors, JP Morgan, Credit Suisse, Ping An, Moon, SCG Solutions, Luxembourg, Green Change, Citi, Affinity, BNP Paribas, THS Michelin, FDS Afrique, EDB. Avant de commencer, quelques petites annonces. S'il vous plaît, utilisez la boîte aux questions et du chat pour poser vos questions et faire vos commentaires. Nous avons l'interprétation en direct pour le portugais, l'espagnol, le mandarin, le français et du japonais aujourd'hui. Cherchez l'icône sur le petit casque et vous verrez les langues qui sont disponibles. Les séances sont enregistrées. Vous pourrez les écouter jusqu'en novembre. Utilisez les instruments que nous vous offrons et vous avez tout un réseau de personnes pour vous aider avec beaucoup de cabines virtuelles et nous avons des entrevues par médias. Alors, entrez en contact avec notre salle de presse mondiale. Maintenant, je passe la parole à notre collègue pour la présentation. Nous avons notre ami Thomas Kansky. Nous sommes vraiment très heureux de parler sur la prévision du scénario pour 2030, sur la partenariat de Thomas Case. Je suis Thomas Case du consortium de politique climatique et économique avec 3 millions d'investisseurs avec nous qui partagent ce moment et cette accélération peut avoir lieu. Nous allons voir comment ça va se faire, quel est le risque pour ceux qui ne sont pas en train de se préparer. Je vais passer la parole à Maria Fasakova, qui est directrice senior de l'entité de régulation du Royaume-Uni. Nous avons Radha Kopali et Sagarika Chatterjee. Alors, merci. Nous aurons ensuite, comme je l'ai dit, Radha Kopali, qui est directrice d'impact et d'advocacy de New Forest, qui est un gestionnaire d'actifs qui est très bon. Merci Thomas. Et finalement, nous avons Sagarika Chatterjee, directrice des changements climatiques pour le PRI et elle fait partie du consortium des prévisions du changement climatique pour la COP26 et travaille dans l'équipe de l'action climatique justement pour la COP26. Merci beaucoup. Et nous allons commencer par une discussion et une bonne interaction à la fin avec notre public pour savoir ce qui est en train de se passer avec l'accélération. Et dans les réponses que nous voulons donner, nous avons une demande pour l'accélération. Nous voyons cela dans les politiques climatiques. Nous voyons toute cette stratégie pour la réduction du carbone et les émissions zéro. Nous allons entrer dans le vif du sujet, surtout sur ces aspects, et nous allons en parler. Et nous avons vu justement les pressions qui se multiplient pour les gouvernements et qui doivent prendre des décisions basées justement sur le dernier rapport d'IPCC. Écoutons maintenant comme nous, les investisseurs, pouvons réévaluer nos politiques d'investissement, comment nous préparons nos portefeuilles face à ces changements climatiques qui s'accélèrent, comment est-ce que nous voyons ces opportunités vertes dans cette séance. Nos invités vont nous parler sur les lacunes et les trous qu'il y a et sur les grands changements qui peuvent être faits pour atténuer les risques. Alors, nous allons entrer juste là. Je vais commencer avec Sagrika sur la COP26. Vous êtes impliqué avec les investisseurs de plusieurs pays et bien sûr également comme rôle de directrice financière pour les cas. Est-ce que les changements climatiques s'accélèrent? Alors, qu'est-ce que les investisseurs en pensent?
Et quelle est votre leçon? Oui, merci beaucoup, Thomas. Oui, il y a vraiment une croissance du mouvement et en même temps, il n'y en a pas. Je vais me distancer un petit peu en arrière. Alors, comment est-ce que les parties prenantes mesurent le succès pour la COP 26? Et je pense que le premier aspect que les investisseurs vont voir sont les objectifs et qu'est-ce qu'on a besoin d'obtenir vers 2030, les, les affaires, les investisseurs commencent déjà à penser à cela. Et quand nous regardons autour de nous, nous voyons une plus grande ambition de neutralité carbone dans les pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et d'autres pays. Nous voyons également plus de taxonomie pour la régulation du climat, mais ce n'est pas suffisant, comme vous le savez. Et surtout en Chine, c'est une question très ouverte à quel point l'ambition peut être augmentée dans le monde. Et nous allons examiner justement le succès, comment les investisseurs peuvent voir cela et quelles sont les actions qui sont nécessaires dans chaque secteur pour obtenir l'objectif neutralité zéro. Et je pense que c'est pour ça que l'analyse IPR est de plus en plus essentielle pour donner une idée d'où nous sommes et entrer dans les détails de ce que cela signifie. Et je pense un autre domaine que les investisseurs vont examiner de près, c'est le capital, non seulement les 100 millions qui ont été relevés, et si nous avons justement obtenu des progrès avec la quarantaine et les vaccins, mais comment nous sommes en train de mobiliser les trillions qui sont nécessaires pour la transition, non seulement pour la mitigation, mais pour la résilience dans le monde, surtout dans les pays, les populations les plus vulnérables. Et nous aurons la société civile qui sera vraiment très active et qui se demande est-ce que sommes parvenus à changer justement le cours de l'histoire et au niveau des pays, il y a des percées qui sont plus positives. Je voudrais souligner qu'en ce moment, justement, la Chine qui est en train de libérer un grand changement. Au Japon, il y a justement la question de l'énergie qui a changé. Et dans les États-Unis, c'est très intéressant. C'est une période intéressante pour tous ceux qui sont en train de subir cela. Nous avons une opportunité unique en une décennie avec le vote de conciliation américain qui doit avoir lieu dans quelques semaines et qui est très important. Nous devons voir les membres du Congrès passer de législation qui rendent le climat une priorité et soit inséré dans toutes les juridictions et les actions. Et cela a été appuyé par un standard mis en pratique pour le système des services publics et une extension justement des crédits pour les énergies renouvelables et la liste se prolonge. Alors, si on n'est pas actif et vous essayez pas d'utiliser votre influence dans le projet de réconciliation des États-Unis, nous vous encourageons à le faire parce que c'est le genre d'engagement politique qui vraiment montre comment les actions sont nécessaires et quelles sont les actions qui seront faites. Merci. Merci beaucoup, Segrika. C'est fantastique d'entendre vraiment sur cela. Cette lutte pour les investissements plus propres que nous avons au niveau domestique, Marie, ces changements pour les notations. Est-ce que vous pensez que le secteur financier est encore à l'avant-garde de ces investissements? Et est-ce que la COP26 a donné vraiment vraiment un terrain pour ces progrès? Oui, la COP26 donne une opportunité pour rattraper les politiques. Les politiques ont été accélérées dans le monde entier avec maintenant environ 60 pays qui s'engagent à avoir neutralité zéro vers 2050 et l'Union européenne mène le chemin à l'avant-garde du monde avec son annonciation récente de son plan CAP 450 et son plan pour 2050, pardon, avec changement des productions pour le ciment, l'aluminium, les métals et d'autres secteurs et proposant des mécanismes d'ajustement pour la neutralité carbone ou la réduction. Nous espérons que le reste du monde va suivre dans son ambition de décarboniser et d'accélérer la transition.
Et pour les investisseurs qui sont à l'avant-garde des politiques, ce n'est qu'en partie vrai, parce que maintenant tout le monde comprend que la question climatique est vraiment sérieuse et que les pays du monde ont vraiment résolu de faire face à ces changements climatiques et comprennent que l'économie va passer d'une industrie intensive en carbone vers une industrie plus propre, mais on ne sait pas quand ça va se passer et de combien va être ce changement pour les investisseurs. Donc, c'est important d'avoir ces politiques qui vont donner plus de visibilité quant au temps de la mise en pratique de ces impacts économiques pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Merci, excellent, Maria. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous pensez à propos de cette probabilité et du point de vue de notation, des scénarios de notation et du temps de la journée sur cela? Bon, si nous voyons cela du point de vue d'une agence de notation, d'un rating agency, nous avons développé un projet pilote basé sur les scénarios du NPRI qui contemple justement la vulnérabilité et les crédits pour 2050, qui est vraiment les scénarios les plus longs pour ces politiques. Et nous voyons justement dans le secteur de l'énergie un appel pour que l'industrie change son parcours. Et nous pensons qu'en Asie, ça va se passer plus tard. En Europe, ça va se passer plus tôt. Aux États-Unis, c'est en train de se passer maintenant. Nous voyons des secteurs qui sont protégés de cette, disons, de cette détérioration de leur valeur, de cette dévaluation. Ce sont les secteurs renouvelables et les réseaux renouvelables et nous voyons de nouvelles technologies également qui commencent à avoir plus de poids comme l'hydrogène, les batteries et d'autres qui montrent des systèmes de flexibilité. Enfin, les technologies de la flexibilité. Merci beaucoup, Maria. Et maintenant, étant donné que nous avons entendu parler beaucoup de l'énergie et de l'industrie et de ce qui se passe dans le transport, quand nous examinons notre secteur qui est fondamental pour la transition climatique et non seulement donne des bénéfices climatiques, mais également des bénéfices environnementaux et sociaux, entre ce que nous faisons dans la prévision pour IPR, nous voyons qu'il y a un grand rôle pour les émissions qui viennent de l'utilisation de la terre et l'agriculture. Autrement dit, le reboisement, la protection des forêts et de meilleures pratiques agriculturelles. Ce que nous voyons, il y a plus de références de façon générale à l'importance de l'utilisation par les êtres humains pour obtenir cette réduction de la neutralité. Et de plus en plus, les décideurs politiques sont en train d'en parler dans les pays, dans les régions. Alors, quelle est votre opinion et qu'est-ce qui va accélérer ce processus? Merci beaucoup. Thomas, je pense que c'est vraiment un vraiment crédit pour IPR d'avoir justement focus sur cela parce que il faut non seulement traiter justement de 35% des émissions de gaz à effet de serre, mais également l'utilisation de la terre qui génère beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, il faut s'occuper de cela. Et il faut donc traiter cette question de l'utilisation de la terre. Et les crédits évidemment sont en train d'arriver et nous voyons déjà en Australie qu'il y a une pression bien plus grande pour le gouvernement pour obtenir cette neutralité carbone et environ 70% des activités qui sont financées par des solutions qui sont plus vertes et le gouvernement essaie d'accélérer cela en introduisant de nouvelles méthodologies. Et vous voyez, à Nouvelle-Zélande également, les prix du carbone ont augmenté, 70 dollars kiwi, et nous voyons plus d'investissements qui se dirigent vers la restauration d'écosystèmes et le reboisement. Et aux États-Unis, en Californie, par exemple, on a déjà un système de commerce des émissions et on essaie d'établir la mitigation des émissions
d'innovation et du domaine et nous essayons d'accélérer cela aux États-Unis. Alors, je pense que la prévision de l'EPR est très bonne et nous voyons cette accélération se donner dans tous les pays. Et il y a le défi est que la plupart de la déforestation, de la conservation doit se donner dans les pays émergents et il nous faut une politique qui facilite ce genre d'investissement. Alors, la COP26 ça va être très importante pour traiter de l'article 6 qui est justement dans ce sens et il nous faut avoir un cadre intéressant autour du marché. Il y a beaucoup de travail devant nous sur ce point pour les marchés en émergence. Merci beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord. Comme vous le savez, ça fait partie justement de la prévision pour EPR pour 2030. Il y a justement un bannissement justement pour les 2030, justement de la déforestation des forêts. Et il nous faut justement essayer de couper les émissions également. Et une des choses que nous devons faire, c'est allouer du capital sur justement ces investissements dans ce que nous avons vu dans notre expérience en travaillant avec les investisseurs. Le premier, justement, c'est le taille des universités. Nous avons des actifs de 2 milliards de dollars et cela doit être un actif de 3 trillions de dollars pour rendre cela une classe d'actifs institutionnels, de taille institutionnelle. Alors, il nous faut vraiment montrer où mettre l'argent et pour permettre le reboisement et la reforestation, la préservation des forêts. Et où là, nous avons ces éléments de politique en Australie, en Nouvelle-Zélande. Nous avons vu l'arrivée du capital et l'impact économique que ça produit. La seconde chose, c'est qu'il nous faut avoir les cadres d'impact et de comptabilité et de responsabilisation. Il nous faut donc avoir des classes d'investissement et nous voyons que le reboisement et l'agriculture peuvent être une solution climatique. Alors, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait en ce moment sur cela et qui est absolument fondamental. C'est critique. Tout ce travail est fait autour justement des renouvelables biogéniques et nous avons beaucoup d'argent et de capital qui doit aller dans les marchés émergents. Au long 500 milliards pour la reforestation pour la prochaine décennie. Et c'est très complexe du point de vue de la perspective des décideurs politiques, des investisseurs, des politiciens sur le terrain. Et si nous voulons faire un changement comme investisseurs, il nous faut justement faire l'allocation des fonds, repenser comment nous devons repenser les risques dans le contexte du climat et également penser à l'innovation, justement, comment innover du point de vue financement et le type de capital que nous pouvons utiliser justement pour diriger pour les marchés émergents. Cédric, est-ce que vous êtes d'accord et vous trouvez vraiment que les actifs doivent augmenter de niveau et en saisissant un autre point que vous avez soulevé, comment est-ce qu'on passe des milliards aux trillions? Parce que ce sont les aspects clés justement des ODD. Alors, comment vous voyez cela quand vous pensez aux formes nationales ou aux groupements justement internationaux, les G20, les COP, etc.? Je pense que nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu assez d'actions jusqu'à maintenant et ce que nous allons voir en COP26 sera un point important sur le programme. Les financements privés et publics auront un poids très important. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais j'ai entendu de certains spécialistes qui disent qu'il nous faut justement travailler sur la mitigation et la résilience, surtout dans les petits États qui sont des îles comme les îles caribéennes, les Caraïbes. Et c'est un cas important et il nous faut travailler sur cela. Un autre aspect qui est important, il faut voir les banques et les institutions financières de développement commencer à jouer un rôle plus pesant sur ce point et comment est-ce qu'elles peuvent travailler sur la réduction des risques pour être
capable d'aider le public dans le financement public. Et un autre aspect que je vois, c'est qu'il y a un intérêt sur justement l'initiative climatique où il y a des projets pilotes dans plusieurs endroits comme l'Inde, par exemple, et qui, par exemple, est responsable d'une grande partie des gaz à émissions de serre avec un nombre significatif de gigawatts d'émissions de gaz. Il y a un grand investissement justement pour l'élimination et pour le stockage. Et nous avons donc des projets en Inde pour voir comment attirer ce capital. Ils n'ont pas encore les réponses, mais la collaboration est extrêmement importante. Le second progrès important est la question justement d'assurer 250 millions de dollars américains pour l'énergie propre et pour l'atténuation et l'aide à l'infrastructure climatique en Inde, en Europe et en Amérique latine et aider les banques dans plusieurs pays et également aider les agences de développement pour obtenir des prêts. Nous allons voir quelle est l'innovation qui va venir dans ce sens et finalement, nous avons nous avons justement l'Alliance des Nations Unies pour la réduction des émissions. Il faut voir ce qu'il faut faire pour vraiment aller de l'avant au niveau des Nations Unies et quelle est justement leur recommandation pour pouvoir augmenter les objectifs d'investissement. Donc, il y a beaucoup de terrain encore à faire pour l'innovation. Merci, Agrika. Une des choses que nous voulons partager avec vous sont les politiques spécifiques, par exemple sur le prix des carbones qui conduisent beaucoup des actions et nous voyons justement des questions pareilles être discutées. La Chine a lancé son cadre et pour l'accumulation et ses politiques. L'Union européenne a déjà parlé des ajustements qu'il lui faut faire du point de vue des niveaux de carbone et une partie justement des prévisions commence à affecter cette question de la tarification du carbone dans le. Et alors, Marie, vous êtes un spécialiste dans l'aspect européen. Alors, que pensez-vous que ce mécanisme d'ajustement peut faire? Et alors, quelle est l'explication internationale qui peut surgir de là? En premier lieu, nous avons ce mécanisme de l'ajustement du carbone. Quel est le projet? L'idée est de substituer ces analyses du carbone pour le secteur du carbone et pour les industries qui sont intensives en carbone. Et l'idée est d'utiliser, par exemple, de travailler la question des fertilisants et du côté de la commercialisation des émissions. Il y a un plan pour 2026 où ils doivent se diriger, mais ce que ne sont que des propositions de la Commission européenne et il faut inclure cela dans la législation et certainement c'est un aspect politique qui est important et cela empêche cette infiltration de carbone et impose un impôt sur les exportateurs. Alors, les pays qui sont en train d'exporter ces produits vers l'Union européenne seront sujets à un impôt lié au carbone qui sera lié donc au prix du carbone dans l'Union européenne et aura donc une partie liquide de quelques mention de fonds dans les pays de production et l'un des objectifs stratégiques est de protéger l'industrie domestique mais en même temps encourage les pays à utiliser leur schéma de commercialisation et pour faire des progrès pour l'émission zéro. Il nous faut considérer cela. Si vous êtes un pays exportateur, pourquoi est-ce que je devrais laisser l'Union européenne taxer mes émissions? C'est en fait, c'est un encouragement pour les pays qui exportent pour l'Europe pour qu'ils introduisent leur schéma ou de tarification de carbone ou
ou d'impôts liés à cela. Alors, pour ceux qui sont dans ce schéma d'ajustement, il y a beaucoup de pays, le Royaume-Uni, la Russie et d'autres, qui vont souffrir avec cette augmentation parce qu'ils exportent vers l'Union européenne. Ça va commencer en 2026, pas immédiatement, dû à ces free allowances, aux exemptions pour le secteur des émissions. Et entre 2026 et 2035, les pays ont un temps pour s'ajuster également jusqu'à ce que cela vraiment produise un impact réel et que ça soit vraiment mis en action. Mais il faut vraiment commencer à prendre cela en compte et considérer cela. Nous avons la position politique de la Chine, de la Russie, et bien sûr, il y a les réponses politiques différentes pour atteindre un même objectif et basé sur la perspective mondiale, nous devons penser vraiment que le mécanisme de frontière des émissions de carbone n'est pas un mécanisme si efficace parce que le carbone utilisé dans les transactions commerciales correspond à 10% des émissions d'un pays et cela signifie que c'est lié aux émissions internes du pays et en fait, on finit par voir comment ça peut avoir un impact sur d'autres parties du monde en dehors de l'Europe. Il nous faut voir comment, dans quel format ce mécanisme sera fait. Et je peux voir votre scepticisme par rapport à l'action des autres pays qui sont impliqués. Normalement, les réponses à ce mécanisme de carbone, et je ne sais pas, il faudrait voir comment la forme justement pour distribuer cela aux pays qui sont en train de s'efforcer de changer cela. Et quand on voit cela, quand on voit les prévisions justement et la tarification du carbone, ça va dépendre de l'ambition du pays et exactement que pensez-vous que les investisseurs doivent surveiller en termes de risques et d'opportunités? Je pense que les investisseurs doivent surveiller les décisions politiques au niveau national. Il y a un consensus dans le monde sur la décarbonisation et que cette décarbonisation doit être proportionnelle à la taille du problème ou à quel point le pays contribue aux émissions mondiales. Et si nous examinons justement l'horizon 2030, c'est l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et l'Inde qui contribuent le plus pour les émissions mondiales. Alors, on devrait attendre davantage de ces pays que d'autres. La façon dans cette ambition et où les schémas de commercialisation fonctionnent, c'est qu'ils établissent un niveau maximum de carbone pour les pays, ce qui permet que les industries et les grands émetteurs achètent des émissions carbone d'industries qui sont plus propres et cela augmente justement le prix du carbone dans les pays. En fait, le prix du carbone dans les pays, si il y a une commercialisation du carbone, va dépendre de l'ambition vers la décarbonisation et de ce qu'on espère faire. Et on peut voir vraiment des différences dans les prix du carbone. Et si nous examinons les propositions par le IMF, l'IMF a proposé un prix actuel au lieu d'un système de commercialisation ou d'ajustement en disant que justement les flux de carbone existent d'une façon fluide. C'est les pays qui doivent décider ce qui est possible et compléter cela par des impôts sur le carbone. Merci beaucoup. Et Ratam, je suis sûr que justement, il y a des crédits qui sont donnés à l'agriculture qui jouent un rôle très significatif. Alors, comment est-ce que vous voyez cela dans le secteur de l'agriculture et du point de vue mondial, justement, et qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur cela dans le futur?
Nous allons continuer d'accélérer ces progrès et surtout dans les pays développés et dans les marchés développés, nous avons des augmentations de prix. Je parle ici surtout d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Vous avez vu une augmentation des prix qui ont augmenté de 2 à 3 en quelques peu de mois. Et je pense que le prix du carbone va probablement suivre justement EPR et vers la fin de la décennie, nous aurons, disons, 50 à 70 dollars par tonne, et ce qui me pense être une attente raisonnable si on considère où on sont les choses maintenant. Et je pense que nous ferons un suivi de près de ce que les pays font en termes de politique et pour les marchés qui sont en train de favoriser les projets dans les marchés émergents. Nous avons vu des prix de 3 à 4 dollars par tonne. Nous avons eu des problèmes des coûts assez bas pour les projets CDM. Ça n'arrive pas assez vite, mais il y a une reconnaissance que l'on paie pour ce que l'on fait. Et on a vraiment des projets de biodiversité qui bénéficient des communautés. Il y a déjà un traitement plus professionnel et plus gestionnaire des activités. Et si nous voulons obtenir la reforestation et la protection des forêts, nous voyons qu'il y a des changements. Et nous voyons que le prix commence maintenant à augmenter de 8, 9, 10, 15 dollars. Et si nous parvenons à créer des jalons dans les politiques publiques, des cadres politiques, et vraiment nous pourrons voir cela se passer ces prochaines années. Je pense que c'est normal qu'il y ait des différences entre les pays développés et en développement. Mais s'il y a les cadres corrects, je pense que les projections seront assez similaires. Et qu'est-ce que vous pensez sur le prix du carbone? C'est en fait un canal justement pour débloquer ces ressources. C'est un signe que nous recevons de plusieurs parties du monde de ce que c'est fondamental. Et nous avons même un peu de difficulté de comprendre pourquoi nous ne sommes pas en train de faire les progrès au rythme que nous espérions. Et une chose qui est très intéressante pour moi par rapport aux politiques de Ribeiro, c'est cette idée de peut-être, est-ce que peut-être il y a un accord entre l'Union européenne et la Chine qui aura lieu maintenant entre 2025 et qu'à l'horizon 2025, on atteigne ce montant. Moi, je pense qu'il est possible qu'il y ait des controverses, mais quelle serait donc la justification pour cela? Nous pouvons continuer à débattre sans aucun problème. Oui, je pense que cela provient des débats au sujet de la tarification du carbone. La première prévision de 2019, nous imaginions que ce serait ce qui se produirait à cette époque-là, une convergence, un accord majeur entre des blocs économiques et des grandes économies. Et cela est vraiment la motivation qui est sous-jacente et de reconnaître qu'il y a plusieurs questions à être réglées par les États-Unis au niveau de leur juridiction. Et nous avons également reçu ces commentaires du gouvernement Biden et il s'agit d'une tendance pour mettre à égalité toutes les opportunités pour tous les pays. C'est très positif pour la promotion d'un commerce plus égalitaire et ouvert entre tous les pays. Il y a beaucoup de lacunes encore à combler vis-à-vis de ces prétentions de l'IPR 2021, mais nous voyons beaucoup d'initiatives qui surgissent dans ce sens et nous pouvons tout simplement
essayer de créer les canaux pour pouvoir fournir et allouer ces fonds et de canaliser ces fonds vers des pays tropicaux pour la protection des forêts. J'estime que ce serait très positif pour la tarification du carbone. Mais nous voyons par exemple un des leaders dans ce secteur qui est le Canada. Nous voyons que les prévisions sont encore plus faibles. Donc, nous voyons là les ambitions. Allons court terme. Si je peux tout simplement reprendre le point du marché bénévole du carbone pour la société, c'est un thème un peu polémique. Et ce ne serait pas le rôle de cette controverse. Que pourriez-vous dire par rapport à la société civile? Bien, je pense que c'est une question très intéressante pour tous les membres du panel de notre table ronde et aussi pour des débats de haut niveau. Voyons beaucoup d'implications de la société civile à cet égard et aussi pour essayer d'augmenter la mission de ces marchés bénévoles de carbone serait l'aspect principal, mais aussi la reconnaissance. Nous engageons plus que le budget de carbone. Nous devons donc revoir ce prix de carbone plus tard en tenant compte des réductions, pas seulement enlever le carbone, mais de générer peut-être d'autres solutions qui n'existent pas encore, mais qui seront développées au fil du temps. Peut-être que ça vaut la peine de donner une perspective historique qui concerne les mécanismes d'ajustement de limites de carbone. Lorsque nous pensons au développement par le passé, c'était l'époque où, sur les principes de la mondialisation, on aurait un marché mondial de carbone et cela serait, les objectifs seraient répartis entre les pays, un prix de carbone pour les projets de compensation par le biais de ce mécanisme de mise en œuvre. Ce marché bénévole était quelque chose de parallèle. C'était tout simplement les entreprises qui voudraient obtenir, atteindre la neutralité de carbone pourraient y participer. Mais ce qui s'est produit tout au long des 20 dernières années, le protocole de Kyoto n'a pas eu une bonne réussite. Nous avons donc tous ces pays, nous avons toutes, nous sommes pour cette cause, mais le marché de carbone est réintégré pour pouvoir répondre aux projets. Et nous avons d'une part l'ambition des entreprises de la société en général, qui souhaitent tenir compte de la situation de chaque pays, de ne pas avoir un marché mondial. Donc, il y a des soucis qui sont vraiment très légitimes, de sorte à pouvoir assurer que l'on ait des buts de base scientifique et des voies crédibles, comme les émissions zéro net et aussi le commerce de carbone qui soit bien régulé. Nous avons vraiment besoin du marché bénévole en raison de cette lacune, de ce manque de politique publique qui existe encore, mais ne pouvons pas rendre si difficile la vie des entreprises qui veulent utiliser ce mécanisme. Sinon, elles vont se sentir découragées. C'est le problème central que nous devons régler, car nous, nous aurons plus d'avantages et on pourra augmenter ce commerce de carbone et de pouvoir mener cela pour l'utilisation de la terre et des sols. Nous devons faire attention à cela tout au long des prochaines années. Nous allons avoir des progrès réels au fil du temps et nous allons arriver à des solutions pratiques et non dogmatiques par rapport à cela. Donc, ce sera un gros défi à relever et un peu difficile au début, mais en fin de compte, j'espère que tout au long des 10 prochaines années, on arrive à donner une vision générale pour le bien de tous. Bien, j'ai une question ici de suivi très rapide.
La question est la suivante. Comment les investisseurs peuvent se confronter à ce milieu pour l'évolution des politiques publiques? Bien, du point de vue de New Forest, par rapport à la tarification du carbone, nous devons penser aux stratégies d'investissement que les gestionnaires élaborent en ce moment, qui seront acceptables dans l'avenir. Nous avons des stratégies qui se concentrent sur les actifs forestiers, fonciers et aussi qui sont assez exposés vis-à-vis de cette question. Nous continuerons à avoir cela dans l'avenir en raison de cette exposition aux actifs forestiers et fonciers sous-jacents, dans la mesure où les politiques, les prix deviennent plus solides. Nous devons penser aux impacts sur la production durable. De façon générale, ce sont des stratégies que nous commençons en ce moment à considérer et aussi le type de différentes stratégies d'investissement que nous pouvons lancer pour nous bénéficier de ces opportunités émergentes et toutes ces innovations et aussi l'acceptation de certains risques et pouvoir également débattre comment augmenter la portée du rôle des différentes parties prenantes et agir dans la bonne voie. C'est un genre de test que nous sommes en train de faire en ce moment, dans la mesure où tout le milieu a atteint une maturité plus importante. Pour reculer un pas, tout simplement, je sais que la question des marchés bénévoles sera traité maintenant lors de la COP 26 qui se tiendra prochainement. Et par rapport au délai dont vous avez parlé, Maria, nous devons penser pas simplement au long terme, mais à ce qui se produit. Le rapport du IPCC nous parle aussi des coûts de la non-action ou de l'inaction et de l'accord de Paris qui maintenant en 2026 va beaucoup parler à cet égard et va traiter des révisions des indices et des nouveaux objectifs de chaque pays, vont encourager les pays à prendre des engagements plus ambitieux. À vrai dire, ce sont les points de motivation de ce calendrier, tout ce que nous allons faire tout au long de ce futur proche. Je voudrais donc savoir de votre part ce que vous pensez que tout cet événement et tout ce processus, si l'on peut penser au coût de l'inaction et aussi des nouveaux engagements pris par les gouvernements. Ce seront les points de motivation importants pour qu'il y ait des changements réels, pour aller un peu au-delà du scepticisme des pays de façon globale, que pour dire, pour tenir compte des scénarios développés. J'estime que nous essayons de prévoir ce qui doit être fait pour pouvoir parvenir au scénario de 1,5 degré ou 2 degrés. Cela aide les investisseurs en matière de prévoir les résultats à long terme. Nous savons que très souvent, les politiques peuvent tarder un peu plus, parfois elles tardent trop, les politiques publiques, mais si nous comprenons ce qui doit être fait, ce qui doit se passer dans ce secteur, le type de prix de carbone, nous considérons pour atteindre ce but de zéro émission nette, ces prévisions, donc, nous vont offrir des scénarios crédibles pour nous tous et vont nous permettre d'interpréter ces scénarios pour pouvoir bénéficier, donner aux investisseurs des avantages, comment on migrer et atteindre nos objectifs à l'horizon 2050 et où nous pouvons voir qu'il y a de nouvelles valeurs qui sont créées dans la filière de l'énergie, par exemple, ou dans la filière de l'hydrogène qui n'est pas encore économique, des batteries qui n'ont pas un subsecteur économique, mais nous voyons que les politiques publiques sont un peu décalées, en retard, et un certain soutien à ces technologies et des propositions
pour soutenir ces tarifications et augmenter l'intérêt et la valeur de ces investissements dans ce secteur. Mais rien ne se passe encore. Mais lorsque nous pensons à l'horizon 2050, c'est très clair que d'une façon ou d'une autre, le monde doit cheminer vers cette voie. Les investisseurs, s'ils investissent dans des titres à long terme dans le marché de 20 ou 30 ans, sans aucun doute, ils doivent tenir compte des impacts de tous les scénarios qu'auront les politiques publiques, indépendamment de où on se trouve en ce moment. Merci beaucoup, Maria. Sagari, que nous diriez-vous au nom des membres de votre organisation? Bien, je suis d'accord. Je pense que c'est une excellente question, car nous pensons que du point de vue de la PRI, de penser ou de savoir comment nous y parviendrons, pas seulement au niveau de pays, mais au niveau de filière. Cela couvre les rôles dans une entreprise de gestion de portefeuille, de durabilité, investissement durable au niveau des informations de CIO. Cela pourrait être très utile pour que l'on puisse interagir avec notre stratégie et de nous poser la question si nous cela vraiment est pris de façon sérieuse et qui peut nous mener vers des analyses plus crédibles et plus robustes. Par rapport à la révision des accords de Paris, cela sera très important. Et les NDC, les engagements de 2026 sont très importants, mais où je pense qu'on pouvait ajouter de la valeur, c'est de penser d'ici à l'horizon 2025 et penser aussi que de 2025 à l'horizon 2030 et aussi commencer à penser à ce qui va se produire entre 2030 et 2035 et aussi même pour l'avenir à l'horizon 2050. Ce scénario continue va être utile dans les différents marchés et offert à tous les investisseurs qui travaillent avec nous. Moi, j'estime que oui, que c'est très important. Quel est votre avis à long terme? Bien, moi, je pense que par rapport à cette question particulière, ce qui est très clair pour moi, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et nous allons avoir ces élections intermédiaires en 2022. Nous allons voir comment le gouvernement Biden sera accueilli par rapport à ces élections intermédiaires. Il s'agit de quelque chose dont nous allons analyser et vis-à-vis, il y aura un impact sur les politiques, sans aucun doute. Ce qui, à mon avis, est très utile en tenant compte de l'IPR, pas tout simplement par rapport à ce qui va se passer par rapport à la déforestation et la restauration, mais aussi en ce qui concerne les aliments, la technologie des aliments et ce type de transition. Car si l'on pensons ce que nous pouvons retirer de la production agricole à être replanté, et si nous n'avons pas encore de technologie pour ce faire, pour avoir une transition vers des diètes qui se fondent plus sur des plantes, probablement cela va réduire la pression sur la déforestation, mais naturellement, cela va dépendre de nouvelles technologies. Mais d'avoir ce genre de modélisation et de penser le revers de la médaille sera très utile. Et également de penser aux perspectives de modélisation pour que l'on puisse comprendre les voies de prix et ce que l'on peut attendre du futur. Ce que je pourrais peut-être ajouter juste quelque chose avant de penser à cette réponse de politique. Le PRI a entamé beaucoup de travail sur les commodities, mais nous n'avions pas une analyse plus ample pour pouvoir interagir avec nos partenaires dans le domaine des ressources de la terre et de considérer cela comme cela aurait un impact et que ces informations sont très utiles, même pour
prendre en compte un test de stress. Je pense que cette question, les transitions sont nécessaires dans le de l'énergie et nous comprenons très très bien tous quelle est la trajectoire, quelle est la voie. Mais quand nous parlons de l'utilisation de la terre et des sols, c'est une question un peu plus compliquée, plus complexe. Nous allons voir quels sont les leviers principaux, les transitions majeures qui vont nous mener vers le futur que nous souhaitons. Je suis d'accord, oui. L'un des points, l'un des feedbacks que nous avons reçus, c'est que ce n'est pas tout simplement nécessaire la granularité, mais nous devons également avoir un avis et une vision cohérente par rapport à la terre, le transport, l'industrie, les aliments. Tous ces secteurs interagissent et pour penser à cette interaction plus ample, je voudrais poser une question à tous les membres de la table ronde. Les gestionnaires d'actifs peuvent-ils faire devraient commencer à changer leur portefeuille avant même qu'il y ait un changement significatif vis-à-vis de l'utilisation de la terre et de l'infrastructure? Si oui, s'ils doivent faire ce changement avant un changement plus mondial, qu'est-ce que les gestionnaires doivent faire en ce moment, les gestionnaires d'actifs? Peut-être que je répète ici ce que j'ai dit avant, mais j'estime que du point de vue de l'utilisation de la terre et des sols, c'est là où nous verrons une certaine concurrence par rapport à l'utilisation de la terre. Cela est sous-jacent vis-à-vis. Nous allons avoir une demande plus importante de la terre pour l'utilisation des commodities agricoles, pour l'activité de gestion forestière, pour l'atténuation du climat, pour l'énergie et l'infrastructure. Nous avons devons aller vers une certaine voie et nous devons comprendre cette voie. Nos investisseurs en ont besoin. Et où je vais mettre mon portefeuille dans ce monde en changement pour qu'on puisse avoir un retour. Et ce sera quelque chose qui va exiger cette direction va exiger de l'innovation, savoir ce qui va se produire sur les marchés émergents, de nouvelles structures d'investissement, nouvelles gestions de risques. Tout cela sera essentiel et crucial pour que l'on puisse traiter de cette question de gestion forestière et d'utilisation de la terre. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, pour parler un peu de ces risques, nous voyons déjà au Japon, en Chine, et aux États-Unis également, et ces politiques publiques. Maria, je voudrais savoir de votre part, que pensez-vous que les gestionnaires d'actifs devraient faire pour pouvoir atteindre le classement souhaité et de participer de ce nouveau marché? De notre point de vue entrepreneurial, en tenant compte des titres des entreprises et comme elles sont négociées, je pense que nous ne pouvons pas laisser de côté et oublier les réserves d'investissement que les gestionnaires ont et de prendre des décisions d'investissement de plus long terme. Pour certains de ces gestionnaires, les décisions sont assez difficiles à prendre pour leurs investisseurs. Je peux vous donner un exemple. Dans le secteur de l'énergie, nous comprenons que le gaz doit être considéré comme un carburant de transition pour une certaine période encore entre ce moment où les systèmes d'énergie ne sont pas encore propres et un futur où nous aurons une dépendance totale des énergies renouvelables. Donc, nous aurons encore 10 ans de l'avant, peut-être un peu plus d'utilisation de gaz, un peu plus d'énergie nucléaire. Ainsi, nous avons encore beaucoup de points d'interrogation parce que nous savons que l'effet de l'utilisation du gaz, le gaz n'aura pas une utilisation si diffusée que ça en 2050. Mais comment cette transition sera faite? Est-ce que tous les pays vont prendre leurs propres décisions et le même va se produire par rapport à cela? Oui, c'est possible.
Mais ça nous ramène à la question des réponses aux politiques publiques dans le cadre régional, comme nous avons vu auparavant. Merci beaucoup, Maria. Sagarika, à votre avis, que pourriez-vous nous dire à cet égard? Je vais reprendre l'un des premiers messages d'aujourd'hui. Il faut agir tout de suite, maintenant. Cela signifie deux choses. Naturellement, nous encourageons une mise en ligne par rapport au FED et aussi ODD et la mise en place de cette task force par rapport aux indicateurs des gouvernements et comment nous pensons aux risques climatiques. Le deuxième point concerne à penser comment allouer les fonds, les capitaux, en tenant compte des différents scénarios de politique publique. Ici, c'est de grandes probabilités. Si on y croit, il faut agir par rapport et ou réaliser notre analyse interne et arriver à une conclusion aussi positive. Si on arrive à une conclusion différente sur la base des données que nous avons maintenant, ce sera utile car cela pourra bénéficier les institutions financières et le secteur financier de façon plus générale. Si on se demande quel serait le résultat, comment le climat va se comporter dans un futur proche, cela pourrait bénéficier toutes les autres institutions du secteur. Bien. Merci beaucoup, Tagarika. Nous avons ici une question posée par le public pour plus d'informations sur les rapports. Je voudrais vous rappeler que tous les documents sont disponibles sur l'outil Swapcard et aussi sur le site de la CDI. Ainsi, nous avons déjà parlé des valeurs, nous avons parlé de montants de trillions et trillions à être investis en infrastructure, des investissements de départ. Ce ne sont pas des investissements qui vont nous donner un retour important en ce qui concerne le court terme, mais ce sont des investissements qui vont demeurer au fil du temps. Maintenant, comment comparer cela aux investissements qui ont des retours ou des rendements ou des courts délais comme investissements en capitaux? Comment comparer cela? Je sais que c'est une question difficile et je ne sais même pas si c'est clair pour vous, mais je voudrais savoir qui voudrait prendre la parole d'abord. Oui, je parle d'abord. Je vais parler au niveau plutôt macro. Et nous sommes devant de beaucoup de changements dans le secteur financier. Perrier travaille sur le secteur financier déjà un certain temps. Cela inclut les incitations qui existent déjà par le biais de consultants d'investissement et comment nous sommes parvenus à avoir une vision de long terme en pensant aux externalités qui font partie des investissements et ce qui ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais je peux vous dire qu'il y a un certain temps, le groupe Axis et l'ex-président du groupe Axis a dit que nous ne pouvons pas accepter un futur où la température soit de 3 ou 4 degrés au-dessus de notre ligne de base. Nous avons trouvé une solution et la solution doit être trouvée. Nous devons investir davantage en atténuation du climat. Cela se produit déjà dans beaucoup de pays du monde. Il faut démontrer de plus en plus que nous pensons à cela ou nous pensions à cela. Nous devons nous poser la question au moment où nous avons l'information, si nous agissons et sur la base des informations. Moi, maintenant, nous allons passer un peu du macro à un niveau un peu plus nous avons des technologies qui ont besoin de beaucoup d'investissements dans le domaine des énergies. Il est difficile de prendre des décisions. Nous pensons que ça va donner beaucoup d'argent et quel sera le prochain boom. Nous avons besoin du soutien des politiques publiques pour les nouvelles technologies. Par exemple, dans le cas de l'hydrogène, nous savons que l'Union européenne est en train d'élargir sa capacité et le Royaume-Uni également a introduit une stratégie d'hydrogène. Mais ce qui est le plus important, c'est de protéger les investisseurs des risques c'est faire en sorte que les prix soient prévisibles à long terme ainsi que le volume. Il s'agit de quelque chose qui va nous aider à dépasser ces risques
de financement d'actifs à long terme. C'est de cette façon que cela s'est produit dans le cadre des énergies renouvelables il y a 15 ans. Nous avions eu le soutien des gouvernements et cela s'est multiplié. Nous avons un soutien bien directionné vers ces nouvelles technologies. Oui, c'est vrai. Bon, nous arrivons à la fin du temps qui nous a été imparti. Ça a été une session très intéressante. J'aurais voulu avoir plus de temps pour poser les questions de la messagerie. Marie, ça a été vraiment très intéressant de parler avec vous. Je voudrais vous rappeler à toutes et tous que nous allons lancer cette prévision mise à jour aux investisseurs pour les investisseurs au mois d'octobre avec beaucoup d'informations supplémentaires par rapport au rapport précédent. Merci beaucoup à nouveau et demeurez avec nous pour notre session qui va parler de la fenêtre vert qui va commencer dans quelques minutes. Merci beaucoup.